de Nostradamus. C'est sans s'occuper, vous savez comment ça se passe. Sur Radio Campus 106.6, les carrés ne sont pas prêts. Avec Myriam, comment va Myriam? Ça va Tranquillement, toujours. Ouais. Ça va, les choses se font. Ça va. ADHX, ça dit quoi? Oh, carré, calme. Hein. Calmement. Ouais, on est là bien. L'homme qu'on appelle du Bronx, l'imbronxable. C'est comment mon type? Si lui-même en chair en os et en chair. Ouais. Ça va, écoute, le ghetto se maintient donc. Le ghetto se maintient? Se maintient mieux. On se maintient mieux, hein? Voilà. Ok. Ça va un peu mieux dans le ghetto. Bon, on va prendre ce qu'il y a. On va prendre ce qu'il y a. Donc, là, ça se maintient bien. Ce soir, nous avons un invité de marque, de prestige. Hein, l'homme qu'on appelle Kodjo. Hein, Kodjo, comment on va? Au top, Hein, la forme ou quoi? ça va. En tout cas, merci d'être venu dans le 5-9 sur l'île. Donc, tu vas expliquer ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas. Kodjo, c'est qui? C'est quoi? La genèse, si on doit remonter à la genèse. Tu sais, quand nous, les livres sacrés, ça commence toujours par la genèse, hein? C'est sûr. Donc... ah oui, donc là, on oui, C'est on revient loin. vraiment en arrière. Hein. Donc, Bon, Kodjo, c'est, on va dire, un jeune passionné du hip-hop à la base, qui vient du 9-1, 91 Évry. ok. Ah, t'as un gars d'Evry, hein? Ah bah oui. Ok. Et donc, j'ai commencé d'abord en tant qu'on va dire artiste. Ah, tu rappais? J'ai d'abord commencé par la danse. Ah, tu dansais, hein? Tu vois, la danse. Je faisais partie d'un collectif qui s'appelait le DSK. Deska, hein? Oui, Das South King, Hum, les rois du sud, donc de l'Essonne. ok. Et puis rapidement, j'ai dit je vais rapper. Ok. Donc je me suis essayé au rap. Ok, donc ça, c'était vers quelle année, ça? Non, on va pas dire ça. Non, pas... C'est loin. Ouais, ça C'est remonte, hein. trop loin. Ouais, c'est trop loin, hein? Et donc dans ça, j'ai vu que c'était pas trop mon truc, quoi. Je voulais kicker, mais j'étais pas tout le temps dans les temps. Ouais. Ah, c'est un art, hein? Ah, c'est un art, alors. Ah oui, donc tu t'es rendu compte, hein? Tu t'es rendu compte, hein? Oui, Non, moi- mais c'est important. Moi-même, c'est Oui. important de s'auto-critiquer aussi. Mais oui, hein, parce que Ouais. les gens ne se rendent pas compte Bah des oui. fois. Et... On va pas se mentir. Bah Donc, oui, euh, oui. Donc de là, bon, je me suis fait plaisir aussi parce que pendant que je rappais, j'ai pu monter des projets où je suis parti avec mes gars aux États-Unis. Ok. On a quand même fait 2-3 clips là-bas. Ok. Oh, ouais. Oui, on s'est fait plaisir, tout. Et puis, Il n'y a pas des archives où on peut voir ça un peu, les clips alors, je pense que Non. sur Internet, à l'époque même Internet, c'était pas là. Bah oui, Donc, t'es pas là. on a eu un clip qui était passé dans Rapline à l'époque. Donc Mmh. avec Cachin. Ok. Voilà. Et puis après, quand on est revenu des États-Unis, en fait, moi j'étais un fada des States. Mmh. Et par rapport à ce qu'on nous montrait à la télé et tout. Et puis arrivé là-bas, en fait, j'ai été hyper déçu. Ah, tu étais déçu, Ah hein? oui, j'ai été hyper déçu. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on est ici, on idolâtre les Américains, le rêve américain, les Renois, ils sont là, ils sont dans le game, ils maîtrisent tout. Et en fait, arrivé là-bas, on était à Harlem, New York. Ok. Et franchement, de l'aéroport jusqu'à notre hôtel, à tous les coins de rue, il y avait des clochards, ce qu'ils appellent les destitutes là-bas. Mmh. Et c'est que des Renois. C'est que de Renoir, hein? Que des Renois. Ah. Wow. Après, maintenant, on arrive à l'hôtel. T'avais des junkies qui étaient là. Mmh. Et on s'est fait carotte par un gars qui nous vendait le rêve. On va aller dans son quartier, il va nous vendre un gros poste parce qu'on cherchait un gros poste Mmh. pour immortaliser le truc et revenir en France avec. Et en vérité, le gars, il a pris notre argent pour aller consommer son crack. Il n'est jamais revenu avec notre commande. En même temps, on voit aussi que les gens, quand les gens sont malades là-bas, ils ne peuvent pas se soigner parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne rentres pas à l'hôpital. Mmh. Et là, on s'est rendu compte que vraiment,
La France, c'est un super pays. Tu t'es rendu compte, hein? Oui, c'est là-bas en fait que je me suis rendu compte qu'en France, on était bien. Ok. Et donc de là, je me suis dit en rentrant que je vais m'impliquer plus dans la vie sociale de la France. Ok. Donc là, en rentrant, on a monté une association, on s'est occupé des jeunes dans le quartier, etc. Et derrière ça, dans la foulée, j'ai été repéré par la mairie. Ok. Puisque j'étais devenu plus ou moins le leader des jeunes de la ville. Ok. Donc, tu étais le leader des jeunes. Ouais, un truc comme ça. Tu sais, dès que tu représentes bien et que tu arrives à gérer, à calmer les gars, on te prend. Et donc de là, j'ai été élu. Ok, élu. J'ai été élu conseiller municipal et j'étais devenu le plus jeune maire adjoint. Ah ouais, de l'Île-de-France. On m'avait donné le budget le portefeuille de la jeunesse. Et en fait, en allant là-bas, je voulais... Alors, qu'est-ce que tu as fait avec le portefeuille? Non. Non, en fait, à l'époque, c'était important qu'on s'implique. Ouais, c'est important. Tu comprends? Il fallait qu'on s'implique parce qu'on était en marge, en fait, du système. Et on passe notre temps à nous plaindre. Et avec notre association, par exemple, on n'avait pas de subvention de la mairie. Et donc, en réfléchissant entre nous, on s'est dit que si on a un d'entre nous qui est dans le système, il va nous représenter, il va se battre pour nous et qu'on sera pris en compte. Est-ce que ça marche vraiment qu'une personne rentre dans le système, mais qui garde dans ses principes et qui fait croquer, on va dire, ceux qui sont derrière, en fait, et qui les mettent en avant? Ça existe vraiment, ça? Parce que souvent, qui disent, oui, on rentre dans le système, une fois qu'on est rentré dans le système, on se perd aussi dans le système. Et on devient comme tout le monde. Hein. C'est vrai, mais je pense que ça dépend de chacun, de tes ambitions, tes objectifs. Et après, il ne faut pas se couper quoi, de tes gars, même quand tu es dans le système. Tu vois. Donc, du coup, moi, quand je suis parti là-bas, en fait, je voulais apporter notre culture urbaine, hip-hop, à la mairie parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et puis, l'association, il fallait les accompagner, donc ils ont eu leur subvention. Ils étaient même dans le budget annuel. Chaque année, ils avaient donc leur subvention. Et arrivé là-bas, j'ai essayé en fait de porter les idées que nous on a dans le quartier à l'époque, si la mairie nous demandait notre avis, ce qu'on ferait quoi. Voilà, donc j'ai mis énormément de choses en place jusqu'à aujourd'hui. Ils pratiquent ces choses-là. Donc on va dire quand tu étais vraiment élu, tu étais vraiment décisionnaire sur certains projets en fait. Hein. Tu avais ton mot à dire, si c'était validé ou pas ou... Bon. Quand j'étais conseiller municipal, au début, ils ont dit, on était deux, il y avait un rebeu et un renoir. Donc au début, je pense que c'était pour se servir de nous comme faire valoir. Et puis après, ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas bêtes, ces gars-là, quand même. Et donc, dans les commissions qu'on travaillait, ils ont vu qu'on pouvait vraiment apporter. Et on avait la chance que le maire, à l'époque, c'était quelqu'un qui a fait les États-Unis. Donc il a passé au moins 10 ans là-bas. Donc il avait l'esprit ouvert. L'esprit très ouvert et il s'est dit que pour mieux intégrer les gens, il faut les impliquer aux décisions, aux activités de la commune, etc. En plus, nous, on était jeunes, donc ça faisait l'affaire. Et donc, il a donné, à un moment donné, la responsabilité de la jeunesse à un jeune. Alors que dans la commission, tu avais des maires adjoints qui étaient là depuis une vingtaine d'années, etc. Ça a été difficile pour eux d'avaler la pilule. Mais après, ça s'est bien passé et bien sûr, j'ai mis en place un gros festival, de musique où je faisais venir chaque année des artistes qui n'ont jamais eu l'occasion de venir là-bas. Donc, on a fait venir les Sages Po, Kerry James, etc. Aujourd'hui, ça passe plus facilement dans les mœurs, mais à l'époque, pas du tout. Et donc, ça a été déjà une grande victoire. Et ça montre que, justement, pour faire passer nos idées, il faut être impliqué dans les instances de décision. Parce que quand on n'est pas dedans, on n'est pas pris en compte. Donc déjà, à l'époque, j'étais élu là-bas, mais en même temps, j'étais à l'université. Et en même temps, j'ai lancé Nouvelle Donne. Nouvelle Donne qui était créée en 97, hein, c'est bien ça. C'est ça. Nouvelle Donne Musique, précisons bien. C'est ça. Oui. Nouvelle Donne Musique, c'était en 97 qu'on a lancé ce projet, ça qui a connu un gros succès. Donc ça, c'était là, tu as monté vraiment la société. Hein.
Association d'abord. L'association. Ça commence en Oui, asso, hein. oui, ça a commencé, ça s'appelait Nouvelle Donne Records, Oui, ok. en association. J'étais à l'école et je me faisais la main avec la première compilation. Ensuite, on a sorti l'album d'agression verbale, le EP, puis Daomen. Ouais. Et là, on a vu qu'il y avait de quoi faire. Et moi, j'étais en fin de cycle. Je faisais une maîtrise en finance. Et donc, là, pour soutenir, j'ai fait un projet sur l'industrie de la musique. Et en cas pratique, j'ai pris un projet sur lequel je travaillais et que je voulais me lancer. C'était This is la peste. Et donc là, j'ai fait mon cas pratique sur This is avec la stratégie marketing que j'appliquais en même temps que j'étais à l'école et le label. Poisson rouge, hein. Oui, et direct, j'ai signé chez Universal. Ok. Avec This is en licence à 1 million. Ah, ok. Voilà, et 1 million. de francs. Ok. On était dans la dernière année du franc. Ouais, ça 100% de combien en euros là? 150 000 euros. Combien? Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est équivalent. Quoi. 150 000 euros. Ouais. Pour avoir une idée de ce que ça représentait, 1 million de francs de l'époque, aujourd'hui, c'est comme si c'était 1 million d'euros. Oui, bien sûr, ouais, c'est ça. C'était vraiment, je crois qu'on avait battu le record. Ah ouais, hein. Les deals, c'était bon. Oui, pas mal. Quand t'as une bonne cam, les majors, eux, ils s'en foutent. Hein. Ils veulent tant qu'ils prennent pas de risques et que t'as fait le boulot, ils te suivent. Tu vois. Et donc, on a signé juste avec le single. Et je pète les blancs. Et ils ont amorti, ils ont gagné de l'argent avant qu'on sorte l'album. Ok. Donc, et puis dans l'année, le projet a tellement explosé, l'artiste a déraillé un peu, il voulait partir, et on l'a revendu à Universal. Ok. Mais en sachant que, on va dire, Nouvelle Donne, donc il y avait This is la peste, il y avait Haute Quinry, si je dis pas de bêtises, hein, Haute Quinry était là. Il y avait à l'époque aussi Nesbill, 2 projets de Nesbill. 3 projets de Nesbill. Kamel l'Ancien. Et Factor X, hein, l'époque de Boom Boom de Django Jack quand il était au max, hein, Boom Boom. Exactement. Donc t'avais un sacré rooster, hein. Antilope aussi. Antilope, ça oui. Oui. Donc t'avais. Ah oui, on était... Oui. Non, on comptait, on faisait partie des 3-4 plus gros labels. C'est ça. Hein. En place. Et ton associé, c'était qui à l'époque? C'était William, hein? Il y avait Olivier Bernin en premier, ensuite William... De Red 518 aujourd'hui. Hein. Voilà, il nous a rejoint. Lui, je l'avais rencontré sur la sortie de la première compilation chez Disque Concorde. Et il était stagiaire là-bas. Ok. Et donc, quand il a fini son stage, tout, moi je lui ai dit voilà. Tu as dit, bon, petit, viens travailler avec moi, tout ça. Et puis, tu vas prendre des parts dans le business et on va grandir ensemble, quoi. Ok. William, oui, c'est un produit Nouvelle Donne. Ok. Donc, le premier album qui est sorti chez Nouvelle Donne, c'était... Agression verbale. Agression. Non, il y a eu la compilation Nouvelle Donne. Oui, ça c'était en 99, hein. Il y a 2 compiles. Il y a eu la première en 97, octobre 97. Voilà. Et dans la foulée, on a voulu essayer des artistes. Donc, agression verbale, c'est des petits de mon quartier. Ok, Haute Quinry, tout ça. Oui. Voilà. Ok. Avec Driver. Le featuring avec Driver. Et après, il y avait Daomen. Bon, ça, c'était vraiment un kiff personnel. Ça fait plaisir. Avec Jerry Dafonkila. Et puis... Et ça, au début, excuse-moi, ça, c'était vraiment... T'as commencé, ça, c'était l'association ou bien c'était... L'association. Tout ça, c'est l'association. Ok, la compile... La première compile. Et maintenant... Et la sortie du projet d'agression verbale, c'est l'association aussi? Toujours. Mais tu sais, juridiquement, une association peut faire du commerce. Il suffit juste, au niveau des impôts, de déclarer que c'est une association commerciale. Et puis voilà, tu travailles comme si c'était une entreprise, sauf que tu ne peux pas partager le bénéfice. C'est ça. Donc, quand on a fait ça, donc quand j'ai fini mon master et que j'ai présenté le projet d'IBI, This is la peste, directement on a négocié, et puis finalement on a signé chez Universal.
Et là, on a monté une SARL Mhm. à partir de là. Ok. Voilà. Et Et là, tout ce qui est sorti derrière après, donc on a sorti DC's en même temps que Nouvelle Donne 2. Avec la pochette bleue. ouais, Et les dés. Où il y a le classique Ouais, avec le titre. avec Booba. Là, Homme de l'ombre avec Malécal. Oui, Homme oui, de oui. l'ombre. Il n'y a pas que ça. Il y a, Il y a ça. beaucoup de choses. Il Oui. y a... Ouais. Tu te rappelles ton morceau avec, le frère Si, là. Comment il s'appelle encore? Plus on est... Iron Side. Arrête ça. Plus on est de fou, plus on rit. Ah ouais. On s'est mis ça chez toi, tu te rappelles ou pas? Ouais. C'est plus ça. fou, Elle ne fou, connaît oui. pas, elle. T'étais trop jeune. Et 46, ouais, j'ai signé ça fort. Tu te Hein. rappelles? C'était la compile où, en fait, à chaque fois, c'était un proverbe pour le morceau. Ouais. Et c'était... Non, c'est pas Go qui a fait les interludes. Non, c'était quelqu'un d'autre. Mais on s'était inspiré des blagues ivoiriennes, quoi. Ok, d'accord. Non, t'étais chaud, hein. J'avais faim. Non, t'étais chaud. Bon, Hein. quand je dis j'avais faim, je suis passionné, quoi. Je suis passionné par la chose. Et quand je me suis lancé dans ce projet de label, c'est parce que je voulais aussi laisser une empreinte. Tu comprends? Ouais. Parce que nous, on a toujours kiffé ça. Le hip-hop, en tout cas, moi, ma vie, c'est ça qui m'a structuré, quoi. Ok. Et donc, j'avais vu à l'époque Lord Killer, c'était un de nos petits. Ok. Donc, lui, il s'est lancé dans le truc, il a lancé Hip Hop Vibe. Ouais. Et avec un gars, on a dit, attends, on peut pas être là, et le petit va nous mettre à l'amende comme ça. il faut aussi qu'on montre... Oui. Vous êtes les grands. Pas les grands, mais notre vision, en fait, du rap français. Et surtout, le 91 n'avait pas d'artiste. Non, c'est ça. Aujourd'hui, on est leader, mais à Oui. l'époque, on n'avait rien. Donc, il fallait que quelqu'un se lance pour commencer Non, c'est ça. à exposer le 9-1. Ok. Non, c'est ça. Hein. Et comment ça se passe, la signature avec D6 La Peste et tout ça? Comment ça s'est passé? On l'a pris sur la deuxième compile avec son groupe Rimeur à Gage. Et bon, moi, je kiffais vraiment ce qu'il faisait. Il était du 9-1. Il a vu le travail qu'on a fait sur Holkinry, agression verbale d'Armain. Il a dit, franchement, il ne peut pas y avoir des gars aussi efficaces chez nous et que moi, je vais perdre mon temps. Donc, il a dit, voilà, qu'il voulait absolument travailler avec moi. En sachant que les deux quartiers, un peu... il y avait une rivalité entre les pyramides, les épinettes et le canal. Mhm. Bon, moi, j'étais au-dessus de ça. Ouais. Tu vois, Toi, c'est business. Oui, même au-delà du business, en fait, c'est des conneries, quoi. Tu vois, les mêmes gars qui se tapent dessus, un an avant, ils étaient dans les mêmes écoles. Souvent, c'est des cousins. Leur mère, c'est la sœur de... Tu vois, donc il n'y avait pas de sens dans leur délire. Donc, nous, on était au-dessus de ça. En plus, j'étais maire adjoint, tu vois, donc il fallait quand même que... Oui. Moi, je voulais avoir une position qui... Ah oui, donc pour unir en fait ces quartiers-là. Donc tu as monté de nouvelles donnes, mais tu étais Je toujours te dis, maire je faisais adjoint. combien de temps? J'étais boulimique du travail. Tu vois, j'étais à l'école, donc à la fac. En même temps, j'avais l'association. Que tu as gagné votre donne. Donc je suis monté élu. Et puis voilà, tu bosses. Voilà. Tu vois. Et puis je suis passionné du rap. Donc pourquoi... Alors que je pète les plans d'ici La Peste et tout ça, qui est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Non, plus que ça. Plus, hein? Le single, on a fait le million. Ah ouais. À l'époque... En physique, hein. Physique, faut rappeler que c'est du physique. En plus, c'est des formats CD à l'époque, de single. Hein. Le single, l'album, je pense ça a dû finir à 400 quelques mille. Mais le single, en fait, ce qui était ouf, nous, on vient d'en bas, hein, donc... et du jour au lendemain, tu sors un CD et tu as le top single qui sort chaque semaine. Il arrivait des moments où on vendait 60 000 singles dans la semaine. 60 000. Il y a 60 000 personnes qui sont... C'est pas stream, hein. Bien sûr. C'est pas genre j'écoute, je réécoute. Non, tu fais la démarche où la France, on va dire, il y a 65 millions d'habitants. On te dit, tu vends 1 million de singles.
C'est énorme. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Avec des petits jeunes de banlieue comme Oui. ça. Et en fait, ça a permis vraiment de... Bon, on a apporté à ce game quand même. Non, on tu nous a vois, apporté parce que jusqu'aujourd'hui. à l'époque même, quand on a sorti les compilations, tout était en indé. Non. Les majors ne voulaient pas de nous. Ok, ok. Pas moi personnellement. Hein. Hmm. Ils ne voulaient pas du rap, quoi. Mais à l'époque, vous étiez distribué par qui? Bah, les petits gars, Satellite? Disque Concorde, Ok, ok. Night and Day, Musicast, Ok, musique. tu vois, les petits distributeurs, là. Et donc, du coup, ils nous distribuaient. Et puis, rapidement, comme on sortait de la qualité, la cité voulait du rap. Mhm. Donc, les gars, quand les CD sortaient, ils couraient acheter. Et très rapidement, nos sorties apparaissaient dans le top album. En indé, du jamais vu. Non. Ah, les majors, ils ont regardé, il y a un bif à faire. Et c'est comme ça que les majors ont commencé à racheter les labels, les artistes qui sont sortis en indé, tout ça. Sinon, au début, les majors. Et donc, toi, on va dire ton deal avec le Major, c'était quoi? C'était un label deal? C'était un contrat de licence? Le premier, l'album de DC's, c'était en licence Ok. sur son projet. Et comme ça s'est pas bien terminé, parce qu'en moins d'1 an, l'artiste voulait partir, bon, c'est vrai. Ah, ils voulaient partir déjà, les D6? Oui, ils ont manœuvré derrière aussi, quoi. Ils ont promis beaucoup Ok, de choses. donc quoi Ils voulaient donc, partir. il a vu le succès, il n'était pas loyal par rapport à toi? Je ne veux pas dire qu'il n'était pas loyal, parce que ce qui est arrivé, c'était quand même énorme. Hum. Tu vois, tout le monde ne peut pas résister à cette pression-là. Ouais, mais quand Tu ça vois. marche, je dis, bon, je continue avec Non, en fait, frère tu d'armes. as la pression du quartier. Ok. Tu vois, lui, au départ, d'ici, dans son quartier, c'était une tête de mule, quoi. Tu vois, tout le monde se foutait de sa gueule. Ok, Et puis, ok. du jour au lendemain, le gars, Respecté. il devient une méga star. Mhm, Donc, le quartier, mhm. ils veulent le récupérer. Ok. Ils disent, ah non, ça, c'est notre étendard. Il représente notre quartier, PLC. Oh. Tu vois, et puis, comme il y avait cette rivalité entre son quartier et le quartier d'Olkeri, Mhm. donc les gars, ils voulaient vraiment le récupérer. Et donc lui, c'est comme si c'était propriétaire. une revanche sur sa vie, quoi. Ouais. On ne te calculait pas, on te mettait des baffes à l'école, des trucs comme ça, et du jour au lendemain, on dit, ouais, c'est toi. Et on se met tous derrière toi. Mhm. Donc du coup, lui, il s'est emballé aussi, il a été absorbé par le quartier, il a monté son label Fuck That. Mhm. Il a pris tous les gars derrière. Mhm. Et puis là-bas, les bagarres entre les deux cités, ça plantait à tour de bras. Et c'est parti en couille. Donc lui, il ne pouvait plus être sur le même label qu'Olkeri. Ouais. Tu comprends? Ouais. Alors que moi, je voulais justement fédérer ça, Mhm. les faire poser ensemble, etc. Et du coup, les jeunes en bas vont comprendre que c'est des conneries ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Mhm. Non, ils sont tombés dans le piège. Et de là, bon, ils voulaient partir. Il y a eu des coups de pression. Hein. Le quartier vient au studio, Ok. calibré. Ah ouais, Ah c'est ça. ah oui, c'est le rap game. Hein. Ok. Ah oui, les gars, ils venaient. Bon, comme nous aussi, on a des équipes, ça s'est réglé. Ouais. Et puis après, comme ici, il est quand même intelligent. Mhm. Il a dit, écoute, moi, je t'emmerde pas. Vends le contrat, prends ce que tu as à prendre. Mhm. Tu vois, parce que d'autres, ils t'auraient fait des Donc, histoires. ouais, donc malgré ça, il a quand même Non, bien non, fait. Hein. Il a été fair play. Ouais, il était fait. Ok. Oui, ok, il a ok, été fair. ok, C'est pour ok. ça que je dis que d'autres, Ouais, il aurait pas fait ça comme ça. ah ouais, non. Hmm. Il a joué le jeu, on l'a vendu 1 million d'euros au calme. Donc t'as pris ce gros chèque, hein. Mais c'est avec ça qu'on a développé le carré derrière. Hmm. Et donc, après, moi aussi, je l'ai arrangé. Je lui ai fait un contrat avec des meilleures conditions. Ah, comme faut aussi la maison de disque. Voilà, pour avoir un meilleur deal chez Barclay à l'époque. Et c'était un business win-win, quoi. Les gars dans le quartier font leurs conneries, mais nous, on s'est respectés. Non, ça va. Donc malgré tout Non. ça, les histoires de quartier, tout ça, Ça, c'est mais entre eux, ça. au final, même si vous voulez partir, Oui, on vous s'est êtes quand même entendu. parti, Oui. parti vraiment dans des bonnes conditions. Mais c'est Businessman. important, hein, parce Oui, que oui. malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça. Hein. Tu sais, et businessman, lui, il était intelligent,
mais il a engrainé, par exemple, éloquence derrière. Ok. C'est le concept, bien Et sûr. lui, il avait un énorme potentiel. Exactement. Et éloquence, il était chez Nouvelle Donne aussi. Ok. Et quand DC est parti, il a dit viens, casse ton contrat, moi je te prends sur mon label, tout. Mais sauf que quand lui il est parti, il n'est pas parti en bagarre avec moi. Tu vois, Ouais. on s'est entendu. Au lieu de conseiller la même chose à son élément, viens, on s'entend, tout, et puis je te libère. Non, le gars, il prend avocate, il me convoque, tout. Pendant 3 ans, il ne pouvait pas rapper. Il a Ok. perdu. Oui, il a perdu. Ok. Et à la fin, il vient, il dit, ah, c'est comment? J'ai dit, bah, Ah, c'est pour ça qu'on entendait jusqu'aujourd'hui, là. non, après, non. Après, non, pas jusqu'aujourd'hui. Il s'est lavé les mains, il a dit non. Non, moi, je suis sorti de ça depuis. Mais c'était quoi? C'était l'époque de taxi quand Oui, il y a- c'est ça, ouais. L'époque de taxi. Oui, bah oui. C'est après qu'on l'ait libéré qu'il a pu aller poser sur taxi Parce qu'en plus, il avait le avec chien. Célia. Mais lui, il est trop fort. Il Ah, avait il trop le était- chien. Non, lui, il était trop t'es chaud. fort. Non, franchement. C'est chaud. Ah oui. C'est très très chaud ce qu'il Il faisait. a gâché sa carrière. Ok. Et toi, tu voulais pas le libérer, le faire un petit cadeau? Bon, Mais je l'ai vas-y. libéré. Mais tu m'amènes au tribunal. Moi, je vais au tribunal. Ok. Tu me reproches quoi? Euh, Attends. Non, mais après, il y a aussi une histoire de logique. Quand Ouais. tu amènes quelqu'un au tribunal, en fait, tu salis un peu son nom. ouais. C'est ça. On est obligé de laver les affaires avant que. Mhm. Tu vois, Ouais. on stoppe les histoires. Quand il a compris qu'il ne fallait pas aller comme ça, lui-même est revenu tranquille au bureau. Il dit, ah, grand, c'est comment? Ok. Et on l'a libéré. Ok. Sans rien lui demander. Ok. Ok. Donc de là, donc t'as pris là les 1 million. Bah oui, enfin en tout cas, oui. Hein, t'as pris les millions, t'as investi sur Olkari. Oui, oui. Bon, t'as on a, quand même on mis a, un on a, bon, on a T'as pris tout un mis peu. ou bien t'as mis un peu de Non. côté? Non, les associés, ils ont pris, chacun a pris, les gens ont investi dans des appartements, des trucs comme ça. Et rappelle-nous, en fait, ça veut dire qu'à ce moment-là, en fait, ça veut dire que lorsque tu investis sur Olkari, t'investis sur les chemins de la dignité ou bien sur En attendant? Tout. Ok. D'abord, on a fait en attendant. En attendant. On n'avait pas de maison de disque, Ok, d'accord. tout. Et on a fait ça en indé, 100%. Ok. On a eu Planète Rap. Le travail était vraiment bien fait. Hein. Et du coup, les Marseillais, ils l'ont pris en single sur la compile de Keops. Joey Star, Ouais. Spank, ils l'ont pris aussi pour le single de BOSS, je sais plus quoi là. Et ça a pris, Skyrock a kiffé direct. Olkari, il était vraiment, en tout cas, de loin, il était quand même fidèle à Nouvelle-Donne. Hein. Non. Est-ce qu'il était fidèle? Olkari, c'était la mascotte de Nouvelle Donne. Nouvelle Donne s'est construit autour de lui. C'était lui le projet initial. Donc, nous, on a été, en tout cas, personnellement, j'ai été loyal avec lui. Et comment ça se fait que ça n'a pas pris vraiment comme ça devait prendre? Parce que Olkari, c'était un avant-gardiste. Ok. Oh, il était trop en avance. Mhm. Techniquement, lui, il écoutait pas le rap français, tu vois. Lui, c'est le Queens, c'est les States, c'est les Nas, tu vois. Donc, en tout cas, nous, chez nous, l'école Nouvelle Donne, on s'inspirait beaucoup des States. En tout cas, au niveau de nos artistes, c'est d'abord la technique, l'écriture, etc., bling, etc. Et alors que c'est vrai que la France n'était pas vraiment encore, Pas encore tu vois, prêt. dans cette vibe-là. Mais il a eu un pseudo-succès. Il a eu du succès Estime. quand même à Ouais. l'époque. Hein, Non, tu vois, si, parce c'est que et là où il devait décoller, bref, il s'est passé des choses. Son premier album, quand ça devait péter, t'as une chanson de Rof qui est sortie à l'époque, qui est l'exemple. Mhm. Alors que au début, il était arrivé fort et que très rapidement, c'était en chute. Et puis, il a une chanson, je crois que lui-même, il ne misait pas là-dessus. C'est arrivé, et alors qu'on devait rentrer le single de Olkari sur Sky. Ok. Et quand le gars de Sky, il a rentré qui est l'exemple, allez au placard. Ah. Ah oui, lui, il n'a pas d'état d'âme. Hein. Ah ouais. Et après, sur les chemins de la dignité, on avait un gros titre. Le morceau Scène de bâtard. Ouais. Oh, le clip, je me rappelle. Wow, Le court-métrage. Ah ouais, c'était chaud. Avec le clip. Et donc, en fait, on avait utilisé un sample de Booba. Mhm. Tu vois, où il fait Putain, scène de bâtard. Ah ouais. Et il a rentré le truc. Normalement, ça devait faire un hit. Et puis, tu as Booba qui arrive avec
Boulby. Ouais. Le gars, il a retiré le titre direct. Encore une fois. Il dit, je préfère l'original. Je préfère jouer l'original. Et donc, lui, sa carrière, en fait, il a raté le coche face à deux gros, quoi. Il y a Rof qui a avec son titre, et puis Booba qui est arrivé. Bon. Voilà, tu vois. On va dire qu'il a eu un peu de poisse. Non, c'est ça. Hein. Donc, Adachi, on peut intervenir par rapport à tout ce qu'on se dit. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que là, les exemples, en vérité, qu'il a donnés, en vérité, ça met en lumière et met en avant, en fait, que là, on est en train de parler, en fait, avec un monument de la musique indépendante en France. Oh, c'est ça. Hein. Parce que là, les trucs en train de nous sortir, ça veut dire que t'as sorti, en fait, le premier projet que t'as sorti sur le label indépendant, c'est Poisson Rouge de This Is La Peste. Oui. Donc ça veut dire que c'est une dinguerie. Ouais. C'est une dinguerie. Ça veut dire que en termes de, j'ai envie de te dire de rap, je vais pas utiliser le terme mainstream, mais je vais utiliser le terme accessible. Parce que le fait en vérité que This Is en fait ait fonctionné en fait autant, c'est parce que il est venu en fait avec un personnage dans lequel c'était un gentil garçon. C'est ça. Et il a ouvert en fait, il a fait rentrer en fait le rap dans les foyers. Tout le rap en vérité qu'on écoutait avant quand on était jeune, des fois tu devais baisser le son, hein, Non, parce c'est qu'il y a des gros mots, il y a des ceci, il y a des cela et tout. Tu C'est vois. vrai. Et This Is, lui, quand il est arrivé, je me rappelle en fait que même cette équipe-là était là, passant en jouant en vérité sur M6. Papa, maman pouvaient être à côté. Ils se posaient la question, oh, mais c'est qui le clerc là qui est en train de chanter et tout en a. Et en fait, ça veut dire que ça a rendu le truc cool au niveau en vérité donc de la famille. Ça veut dire que pour moi en fait c'est un truc qui est super important parce que le travail que tu as fait en fait avec This Is, pour moi en vérité c'est une pierre dans le fait que le rap en vérité soit autant rentré dans les foyers aujourd'hui. Tu vois, ça veut dire que nous on a commencé en fait à écouter cette musique là en mode ça veut dire que c'était nos codes et nos univers à nous en tant que jeunes. C'était notre langage, tu vois. Et à un moment donné, lorsque cette musique, en fait, elle a évolué, pour qu'elle devienne culture pop, il a fallu en vérité qu'elle puisse s'ouvrir. Et d'ici, ça fait partie en vérité de ces artistes qui ont permis ce truc-là, tu vois. Et le truc que je trouve super fort, c'est que c'est pas une major qui a fait le boulot, c'est une maison indépendante. Et ça, c'est très très chaud. C'est pour ça que tu vois, c'est un truc qu'il faut souligner. Derrière ça, ton label, en fait, ça veut dire que, comme tu l'as expliqué, il a été structuré pour faire fonctionner Olkari. Et t'expliques certaines choses en vérité qui sont réellement vraies et tout. C'est un mec qui a été avant-gardiste au niveau de l'image, au niveau de le flow, sur plein de trucs. Ah oui. Et pour moi, tu vois, c'est un mec qui a souvent été incompris. Parce que, rappelle-toi le cas, à l'époque, en fait, on écoutait les projets. C'est un mec, franchement, ça veut dire que au moment, en fait, du top de sa forme, bah, il était très, très, très proche. Il était même, en fait, dans les top 3 des mecs, en fait, qui étaient chauds, tu vois. Non, c'est clair. Et pour ne pas mentir par rapport, en fait, à cet argument-là et tout, la musique Olkari, en fait, a été tellement forte qu'elle a même été acceptée par Raekwon the Chief. Ah là. Tu vois le truc? Ouais. Ça veut dire que il a été validé par Raekwon the Chief. Ils ont fait le morceau de Park Hill à 9-1, tu vois. Mais tous ces trucs-là, ça me donne des souvenirs, c'est un truc de ouf. Et je me rappelle surtout que lorsque Raekwon a fait sa tournée européenne, il a ramené en vérité Olkari qui était soi-disant en vérité en première partie. Et je me rappelle en vérité d'une interview où il a dit « Il n'est pas mon première partie, c'est une tournée commune ». Tellement en fait il avait respecté le morceau qui avait été fait. Et Raekwon, si Raekwon c'est pas un monument en fait de la musique Kari, je sais pas qui c'est, tu vois. Donc si Raekwon avait donné autant de respect en vérité à Olkari, c'est qu'Olkari en fait c'était quelqu'un, tu vois. Et c'est pour ça que je dis ça, c'est des trucs en fait qu'il faut mettre en lumière parce que peut-être que les gens ne savent pas, tu vois. Aujourd'hui en fait, Boukdif comme il aime s'appeler, tu vois, hein, il fait ses trucs de son côté, de manière indépendante, tout truc et tout, mais les mecs, retourner, écouter ce qu'il faisait à l'époque et tout, il a fait des choses en fait super importantes. C'est vrai. Et bon, il y a des choses qui me... Je suis un petit peu l'actualité, hein.
Et quand un mec comme Nino, par exemple, dit que une de ses références à lui, c'est Hall Carry et tout, je dis, ah, c'est bien, les gars. Non, c'est vrai, parce que il n'a pas eu le succès qu'il méritait vraiment, Ouais. tu vois. Même dernièrement, il était à mon anniversaire en décembre. Je lui dis, ça dirait qu'on fasse un projet, genre un projet pour te consacrer, quoi. Où on proposerait à tous les petits jeunes du 9-1 de faire un morceau avec lui, avec un gros concert derrière. Il m'a dit oui, ça serait mortel, mais les types aujourd'hui, c'est le cash. Tu vois, il les connaît plus ou moins, mais il a même fait quelques collaborations. Il dit, ah, les petits aujourd'hui, c'est pas genre, je kiffe, je viens me poser avec toi, quoi. Donc, j'ai dit, bon, on verra. Tu vois, mais c'est dommage aussi, tu vois, parce que c'est vrai que quand un gars comme ça vous a inspiré, parce qu'un mec comme Rayquan, il n'était pas obligé de poser avec quelqu'un. Non, c'est clair. Il a même Mais- fait le clip. Non, il a fait plus que ça. On a fait l'Élysée Montmartre. Oh, voilà, tu vois. On a fait un concert, affiche, Old Carry, Bah Rayquan. oui. Et ça, c'était vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Hein. Non, C'était une dinguerie. non, c'est clair. Hein. Et dis-moi, donc à l'époque, quand tu as signé au Hall Carry, donc toi, tu étais toujours en licence ou bien. Non, bon, comme le contrat avec DC s'était mal passé, c'est Pascal Nègre qui m'avait appelé. Tu vois, parce que le travail qu'on faisait derrière sur le Carry prenait. Et je suis parti voir Laurent Boulon de Skyrock pour lui dire voilà, qu'est-ce qu'il en pense, que je veux sortir le EP et tout. Il nous a accompagnés. Et puis après, il a dit écoute, il faut derrière prendre un peu de pub quand même, tu vois. Parce qu'il avait déjà joué au moins 3 ou 4 titres de Carré en Indé, 100%. J'ai dit moi, j'ai pas de problème pour signer avec une majeure, mais il faut trouver la bonne. Et Pascal Nègre m'a appelé dès que je sortais du bureau de Boulon. Et il dit, Kodjo, apparemment t'as un truc là. Il ne connaissait même pas le nom de l'artiste. Il dit, j'aimerais bien que tu emmènes ça chez moi, quoi. J'ai dit, ouais, c'est Hall Carry. Mais moi, j'ai plus trop envie de travailler avec vous. Parce que si c'est pour me voler à chaque fois les artistes, c'est pas possible. Tu vois. Après, j'ai dit, bon, peut-être la seule façon qu'on bosse ensemble, un label deal. c'est de me faire un label deal. J'ai la main sur mes projets, ma direction artistique, je décide des sorties. On se dit juste, on se donne un objectif de sortie par an. Et voilà, au moins comme ça, je sais que vous n'allez pas à chaque fois me la faire à l'envers. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, bah, vous voulez le truc, donc Ouais. il a dit oui. Et après, moi, son Barclay, enfin le gars de Barclay, là, Olivier Caillard, m'a appelé. Et on a signé rapidement. Ok. Le label deal qui a permis à Factor X, tous les autres. Ok. Donc, si je résume, de base, tu as monté l'association. L'association, tu as Pour apprendre. T'as ouvert ta société en indépendant. Contrat de licence avec This is la peste. C'est ça. Hall Carry, label deal. C'est ça. C'est Hall Carry qui a apporté le label deal. Ça Mais, fait pas- mais c'est aussi parce qu'on a utilisé l'argent d'ici Ouais. pour trouver une nouvelle vache à lait qui va intéresser les majeurs. Et là, maintenant, c'est nous qui posons nos conditions. Non, franchement, sur ça, C'est propre, hein. mes respects. Parce que derrière, ça s'enchaîne Factor X. Et là, explosion totale. Ah, c'est le raz-de-marée, quoi. Et tu sais, le projet Factor X, même, ça n'existait pas. Mais ça n'existe pas. C'est parce que nous, on avait 3 C'est quoi ce artistes trio, en là solo. Paul Carey, qui avait de l'avance sur les autres par rapport à son développement. Il avait déjà sorti un album. On a kiffé sur Django parce qu'artistiquement, le gars était loin. Franchement, il était super loin. Mais il était dans la soul, tu vois, c'est pas ça qu'ils vend ici. Et puis avec Kamnouz aussi, qui fait grave au niveau de son écriture, ses placements, tout. Et de base, ils se connaissaient les trois? Non. Donc c'est toi qui as ramené, qui a comploté tout ça? Oui. Parce que même comme... Des trucs là, comme les boss bands. Non, c'est pas Boris Band. non, c'est pas Boris Band parce que Kamnouz, il avait un énorme respect du milieu. Tu vois, avec son classique J'accuse ces mots qui était déjà sorti. Django faisait son petit bonhomme de chemin
il avait des hits, mais si tu n'as pas le buzz, aucune radio va rentrer ton hit. Et puis Olkari qui avait un petit buzz, mais il a besoin de devenir plus mainstream. Mais Et comment donc, tu as eu cette vision pour dire, bon, chaque artiste solo, si vous marchez, si vous avancez, on va dire, chacun de votre côté, je pense pas que ça va fonctionner. Regroupez-vous, faites un groupe, et là ça fonctionne. Parce que chacun apportait quelque chose, tu vois. Ouais, chacun a mis sa part Et j'avais eu une prod de Sulibi Wax à l'époque, qui était trop dangereux. Et j'ai dit, non, les gars, venez en studio. Je les ai ramenés tous les 3. Ils se connaissaient pas, hein. Ok. Ou à distance, quoi. Et puis ils sont entrés en studio, et puis ils ont fait entre deux mondes, je crois. Entre deux mondes. Aïe, 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 c'est bon, ça. Quand ils sont sortis du studio, les gars, je veux un deuxième morceau. Parce que. Un troisième morceau. Attends, parce qu'il faut pas oublier, hein. Olkari, cette époque-là, il était chaud. Donc, chaque featuring, il découpait. Il était trop chaud. Chaque featuring, Le il Bougzif. découpait. Non, t'es trop Mais chaud. quand tu écoutes ce morceau, il a découpé personne, parce qu'ils se sont tenus tête. Hein. Ouais. Kamnouz, il a kické, Django, il a mis sa vibe, il rappait, il chantait. Et on a dit, waouh, il y avait une certaine symbiose qui était dans le truc, c'était magique, tu vois. Et ça allait. Et derrière, j'ai dit, bon, venez, on fait un album. Comme ça va permettre à Django aussi de se faire bien connaître, Kamnouz de bien s'installer, et après, chacun ressort son album solo. Et c'est comme ça que c'est parti. Et quand l'album était prêt, à l'époque, on rentrait pas en radio facilement, tu vois. Donc, pour que nous, on nous joue, il fallait que le hit soit vraiment grillé, quoi. Genre, tu vois, parce qu'on te donnait qu'une chance. et donc là, il y avait le morceau de Django, Boom Boom, qui était là, qu'on n'arrivait pas à travailler en solo. Donc, c'était le morceau solo de Django. Oui, Pom 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 Boom Boom, c'est à Django Jack, tout seul. Boum, boum. Oui, c'était à lui. Ce sont ces onomatopées, c'est ça. Tu vois le truc, c'était son solo. Mais comme il n'a pas une fanbase assez conséquente, les radios ne veulent pas jouer. Donc j'ai dit, ok, t'inquiète pas. J'ai dit à Giffrey, à Kamnouz, posez-moi chacun 8 sur le morceau. On a mis ça dans l'album. Et dès qu'on est rentré, quand l'album est sorti, il y avait tellement de buzz qu'on est rentré dans le top 15 du top album. Et quand tu rentrais à ce niveau, bah, tu repars en radio, hein, tu dis c'est comment. Voilà, sans toi, on a fait ça. Maintenant, on fait comment. Et on a mis la pression jusqu'à Bouno, il a rentré au Boum Boum. Et voilà, c'est parti. Ok. En fait, c'est un travail, tu vois. Pour moi, la musique, c'est une passion, mais c'est aussi un job, un vrai job. C'est vrai, quand j'ai fini mes études, je pouvais aller dans une banque ou des trucs classiques, mais je suis tellement passionné par la chose que je dis non, et puis je suis quelqu'un de très libre dans ma tête. Donc, je voulais pas de chef, quoi. Donc, du coup, il fallait que moi-même, je crée mon business. Et je m'inspirais aussi beaucoup des États-Unis à l'époque. Tous les 3-4 mois, j'étais là-bas. J'allais prendre des idées, des inspirations, etc. Et donc, on a vraiment monté le business carré. Tu vois, c'est vrai que tu vois, souvent les gens ils ont une image du rap où sexe, drogue, alcool, cité, mais c'est pas vrai. T'as de tout. Tu vois, t'as de tout. Je dis pas que chez moi il n'y a pas de sexe, drogue, alcool. Hein. Mais voilà, moi j'étais plus inspiration, Russell Simon, des gars comme ça, tu vois, qui ont écrit l'histoire du rap aux États-Unis. Et donc, je voulais qu'on fasse la même chose au niveau de la France. Arriver avec des concepts à chaque fois en marketing, en promotion. William aussi avait des bonnes idées, inspiration et steak. Et voilà, et puis c'est aussi pour ça que quand d'ici il avait eu l'idée de Chute Libre, qui est devenu Je pète les plombs en chanson, j'ai dit c'est ça. Il faut qu'on aille là-dedans, il faut qu'on amène une autre couleur, il faut qu'on amène que ton rap soit accessible à tout le monde et en même temps, on sait tous dans le milieu que tu kicks, quoi. T'es pas une baltringue.
Et que même quand tu vas faire drôle, ça sera crédible. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'on est parti un peu sur cet univers-là pour lui. Oh, franchement, très, très bon parcours. Hein. Et Fortorix, ça s'est vendu à combien d'exemplaires? J'ai pas les chiffres, mais ça, en tout cas, les singles ont cartonné, ça a marché. Il y a eu au moins un disque d'or sur chaque projet. Et ce qui est hallucinant, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les gens écoutent ça, quoi. Non, c'est ça, bah oui. Le single, Comme ça a presque 20 ans, mais c'est un truc de ouf. Rappelons quand même en fait que c'est le disque d'or à 100 000 hein, Non, c'est ça. en physique. Rappelons quand même ce truc-là. Oui, Non, Parce que c'est important. C'est important. Non, franchement, Kojo, t'as fait le boulot. Hein. Donc après, il y a eu Nesbill. Donc comment ça s'est passé le deal avec Nesbill? Nesbill, il est entre le 9-2, le 9-4. Comment il est venu atterrir chez vous dans De 9 dans à 9-1? 9-1. C'est incroyable. Oui, en fait, on a pris Nesbill. Je sais plus qui me l'avait proposé. À l'époque, il était avec Booba et Ouais. Core. Mhm. Tu vois, avec l'effet Bolby, il écrivait beaucoup de choses avec Booba, tout ça. Et il y a eu une histoire entre son label, parce qu'il avait un label avec son groupe Dissident. Ok. Et bon, le label n'a pas donné l'autorisation pour que le petit aille flirter avec Booba. Ok. Tu comprends? Et donc je crois qu'il y a eu des histoires. Et le label a dit qu'il va plus rapper, quoi. Ok. C'est ça. Bref, je rentre pas dans leur sauce. Et donc, moi, quand j'ai vu le truc et que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, je l'ai rencontré, on a parlé et tout. Je lui ai dit, bah, écoute, si j'arrive à régler la situation avec tes gants, on peut rouler ensemble. Il m'a dit oui. Et comme moi, j'avais des gars aussi qui connaissaient ces producteurs, tout, on est parti, on a discuté avec eux. Je leur ai proposé un business. Voilà, je leur ai proposé la coprod sur le premier album et après, ils me libèrent l'artiste, quoi. Ok. On s'est entendu, l'avance que j'ai pris, je leur ai donné la moitié. Et puis, voilà. Ok, donc la mélodie des briques et tout ça, c'est bien toi. Roi sans couronne, Roi sans Session couronne. perdue. Des sacrés albums. Hein. Donc, La mélodie des briques. ouais. surtout. Mais non, dis-moi, franchement, Nesbill, hein, franchement, pour moi, c'était l'un des artistes qui devait vraiment péter à cette époque-là. Mais comment ça se fait que ça n'a pas pris vraiment comme ça devait prendre, en fait, hein, Le- que il y a eu son succès d'estime et les chiffres n'étaient pas au rendez-vous. Donc, c'est dû à quoi? C'est quoi tes Nesbill- responsabilités à toi et à l'artiste? Bah écoute, Nesbill avec moi et sans moi, il n'a jamais scoré. Mhm, D'accord? Parce qu'après, il a sorti 12 albums. mhm, Ça n'a pas scoré. Même si les Scred, ils lui ont fait des hits potentiels. mhm. Ça a pas. Et c'est- C'est un artiste qui est ultra respecté Mhm. et c'est normal parce qu'il est très, 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 très fort. Voilà. Pour moi, même, je dirais que c'est le meilleur artiste en matière de plumes que j'ai eu sous la main. Ah, ok. Ah oui, Nesbill, c'est une légende. On ne signe pas Nesbill pour faire du chiffre. On signe Nesbill pour dire, ouais, j'ai travaillé avec Nesbill, cet artiste qui a autant de talent. Tu vois, autant Olkari, je sais ce qu'il est, autant Nesbill, voilà. Mais il a incompris. Il a incompris parce qu'il a un flow qui... J'ai eu le même problème sur Olkari. Par exemple, Skyrock, lui, quand il veut jouer un artiste, il veut que ce qu'il dit soit audible. On comprenne tout. Tu vois, alors que ces artistes-là, des fois, ils avalent des... Tu vois, ils ont une technique de respiration qui fait que le truc n'est pas aussi accessible que ça. Et en plus, Nesbill, il n'est pas, lui, il est pas dans les formats, quoi. Il n'est pas là pour faire des hits tant que ça. Et donc, voilà, les puristes kiffent, mais le mainstream, le système n'est pas dans ses codes. Tu comprends? Mais pour moi, c'est un des meilleurs rappeurs de toute l'histoire du rap français. Ouais.
Tu vois, donc moi-même j'ai été déçu parce que je voulais faire Ouais. je voulais faire du chiffre, mais Et quand c'est comme ça, est-ce qu'il t'en a voulu parce qu'il dit attends, mais comment ça se fait d'ici ça Non. fonctionne Factor X non, pareil, tu sais, Nesbill, c'est un bon gars. Tu vois, c'est un bon gars, même quand on s'est séparés. Il voulait sa liberté. Je dis, ok, je vais te libérer, mais tu vas me livrer un petit album quand même. Avant de partir. de partir. Donc, comme on avait des titres qu'on n'avait pas sortis avant, tu vois, sur les autres albums, il m'a fait quelques titres, 2-3 titres. Donc, ce qu'on appelait Session perdue. On n'a jamais fait de promo là-dessus. Et puis, moi, je l'ai libéré. Qu'il aille voir ailleurs, est-ce que le problème vient de Kojo ou... Et c'est très important. Oh, c'est important. Et dernièrement, je crois il y a 1 an ou 2, je l'ai appelé, la vibe est là, quoi. Tu vois, il n'y a pas de... En tout cas, mes artistes, quoi qu'il arrive, il faut les appeler. Hein. Je suis fair play, tu vois, il n'y a pas... On n'a pas à se prendre la tête parce que notre chemin s'arrête là. Ouais, t'es jamais vraiment pas quitté un artiste vraiment en mauvais termes. Non. Ok. Bon, il y a Daomen qui avait pété les plombs au début parce qu'il s'est dit que je l'ai délaissé. Alors qu'il était mon coup de cœur personnel artistiquement. Tu vois. Mais maintenant, si mes partenaires ne veulent pas te signer, c'est pas de ma faute. Et que si le public ne rentre pas dans le délire où moi je suis à fond dedans, c'est pas de ma faute. Tu vois, il faut que chacun fasse son autocritique. Et sinon, oui, non. Ok. Et avec Kamel Ancien, Tranquille. On m'a écrit la semaine dernière. comment ça s'est passé, on va dire la rencontre, pareil, avec... Kamel, Kamel, en fait, c'est pas lui qui est venu à la base, c'est son producteur, Momo, qu'il avait récupéré après Rof, tu vois. Il avait son bif avec La Fouine. La Fouine. Ils ont fait le tour des maisons de disques, tout le monde avait peur. Ok. Donc ils ont dit non, ils veulent pas. Et je crois que quelqu'un m'avait appelé pour me dire qu'est-ce que tu penses de ça, tout. J'ai dit ah bon, les maisons de disques ils veulent pas, vas-y on voit. On va leur montrer que il y a de la matière, tu vois. Et c'est comme ça que Momo, son gars, m'a appelé et on a signé, et puis on a travaillé. On était dans le creux de la vague. Ouais. Déjà à partir de ce moment-là, on n'était plus chez Universal. Ok, vous êtes redevenu en total indé. C'est ça. Vous êtes revenu à la base. Et donc là, je crois que j'avais eu un deal chez Vagram en distribution. Et donc je sortais plein de trucs, mais le cœur n'y était plus, quoi. Tu vois, Ok, ouais, c'était vraiment là, vers la fin. C'était de la survie, il fallait manger, tu vois. Donc on sortait des trucs, et puis Kamel s'est arrivé, j'ai trouvé que c'était une très belle opportunité, il avait du buzz, il avait un truc particulier à lui, avec sa voix, tout ça, et puis il a eu aussi la chance d'avoir été un poulain de Rof, quand même. Ouais. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Il y a une base qui est là et on pouvait aller plus loin, quoi. Et on a fait ce qu'on avait à faire. Je pense que ce qu'on a sorti de Kamel, tout ce qu'il a sorti après nous, ça fait même pas la moitié de ce qu'on a fait. Tu vois, donc ça a été une superbe collaboration. C'était dur. Il était à l'époque, il y avait les skyblogs là, qui démarraient et tout, donc ça permettait de donner des stats un peu du terrain. Et c'est grâce à ça qu'aussi on avait eu un Planet Rap sur lui, je crois, sans playlist, mais ça nous a aidé. Il a fait beaucoup, il a charbonné énormément dans toute la France. Il y a eu le jeu. Et à l'époque, j'avais une stagiaire qui s'appelait Emily Hawk. Emily, ouais, si. Donc elle aussi, elle a été formée en Nouvelle-Zélande. Elle, c'était la première fois qu'elle avait travaillé dans la musique. Ouais, elle a raconté un peu son histoire. On avait fait un live Insta, qu'elle a fait son stage, etc. Elle est restée 2 ans. Et c'est elle que j'avais mis chef de projet sur Kamel. Ok. Bon, aujourd'hui, elle est DG de Sony Records. Ouais, c'est ça. Ah, chez OM Records, hein. Ouais. Ok, d'accord. Tu vois, donc c'est pas mal.
Non, c'est pas mal, hein. T'as formé des bons petits... des bonnes personnes, hein. Voilà. Ok. Mais comment ça s'est rompu ton contrat de label deal avec Barclay? Donc, c'est ça qu'on veut savoir aussi, hein. Bon, parce que là, tu nous racontes les bonnes choses. Ce que je veux dire, les côtés positifs et tout ça. T'as fait ton genre, t'as investi dans l'immobilier et tout ça. Mais, ah oui. Donc, On était jeunes, hein, t'as vu? oui. Donc, on fait des erreurs aussi, Mhm. tu comprends? Et je suis d'apparence calme. Mhm. C'est vrai, je suis calme. Mhm. Mais il m'arrive aussi d'avoir des coups de sang. Tu vois, je peux péter un câble comme tout le monde autour de cette table. Bien sûr. Et il s'avérait que à un moment donné, il y avait un trop-plein quoi, chez Universal parce que j'avais l'impression qu'ils nous avaient signé pour nous bloquer. Ok. Parce que le label était là-bas, mais il faisait rien péter. Tout ce qu'on obtenait, c'était mon travail avec mon équipe. Ok, donc ils donnaient pas... Même quand on rentrait sur Skyrock, c'est nous. C'était pas la maison de disques. Ok, donc Ah oui, c'est moi. derrière, il n'y avait pas d'appui, de communication. Bon, ils mettaient de l'argent. Ouais. Tu vois, quand il faut payer des pages de pub, Mmh. etc., ils font le minimum syndical. Ouais, mais ça s'impliquait pas. Tu vois. Et Olkari, une fois. L'autre album, on a tout mis dedans. Olkari, il a fait 6 mois aux États-Unis. Il a travaillé avec les Neckbones au niveau des arrangements, des beatmakers, tout. On a Rekwan. On a le morceau avec la voix de Booba. C'est impossible que ça marche pas. Que tu ne rendes pas au moins un titre en radio. Bouno, il est venu à l'écoute de cet album. Alors qu'il vient jamais à l'écoute chez nous. Là, il est venu, il a kiffé le morceau avec Rekwan. Vous avez des gros contrats avec le gars et vous n'êtes pas capable de nous rentrer des morceaux en radio. Et à l'époque, il y a un groupe qui s'appelait Relique, sorti de nulle part, qui avait une chanson ultra commerciale que Skyrock passait au moins 20 fois par jour. Alors que vous nous avez dit que votre priorité, c'est Olkari. Tu comprends? Ah là, c'était compliqué. Je sais pas si vous comprenez un peu l'histoire. Il y a une frustration en fait qui naît en nous et puis bon, ouais, j'étais trop frustré en fait. Ça faisait trop, tu vois, c'était trop. Et donc, bon, on a débarqué. À l'ancienne. Oui, c'est débarqué, hein. En équipe. Ah oui. Bon, c'est pas dans mes habitudes. Non, non, je fais pas des trucs comme ça. Mais eux, ils peuvent pas comprendre en fait qu'il y avait une telle frustration. Et c'est notre vie en fait. Oui, c'est ça. Nous, c'est notre vie, tu vois. On joue pas avec la vie des gens. Non, on joue pas avec la vie des gens, tu vois. Et parce qu'on échoue ce produit, on est à la rue. Oui. On est en chien. On revient dans le next, hein. Oui, on a ça en fait, on vit de ça. Et on a tout posé, on a mis nos couilles sur la table, les avances qu'on a pris, on a tout dépensé. Parce qu'on était sûr de nous. Ouais. On vous demande juste rentrer-nous un titre en radio. Et comme c'était compliqué, bon. Est-ce que je veux dire que je regrette? Je sais pas, tu vois. Mais c'est clair que derrière, ça a fermé les portes. Parce que ils ont donné des coups de fil. Ouais. Ah oui, donc... c'est comme ça. Hein. Ah oui, et donc... Quand tout va bien... Déjà, quand tu n'as pas cette image, tu vois, et que du jour au lendemain, on dit « Ah bon, il est comme les autres, lui ?» Oui. Ah, le maire adjoint. Mais le maire adjoint, en fait... J'étais plus maire adjoint. J'étais libre. Ok. Mais en fait, je ne peux pas conseiller aux jeunes d'avoir ce mode de fonctionnement. Tu vois, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais... Ça, c'est bien entre nous. Non, mais ça tu sais, il faut aller chercher au fond des choses pour comprendre des fois, ou essayer de comprendre certains comportements. Voilà. Je me serais jamais levé, j'aurais jamais engrainé mes gars ou encouragé mes gars pour faire des choses comme ça. Ça, c'est dans la cité, tu vois.
Mais en vrai, à un moment donné, quand tu te rends compte qu'on se fout de ta gueule, on joue avec ta vie et on sait que tu peux rien faire. À un moment donné, tu pètes les plombs, hein, et puis c'est pas grave, tu subiras les conséquences derrière. Ouais. Et c'est vrai que ça. Donc c'est à partir de là que Nouvelle Donne, que petit à petit, on vous a rendu le contrat. C'est ça. T'es revenu, on va dire, en total indé, des petits distributeurs Vagram et tout ça. Comme un enseigne est arrivé avec un jus, mais vous, en fait, vous n'étiez pas vraiment à votre max. Non. On a fait le boulot, on a quand même fait le boulot. C'était les derniers G. Oui, c'est ça. Bon, c'est la dernière. Ah, c'est ça. Oui, mais et tu sais, c'est le racisme, hein, je vais te dire la vérité. C'est le racisme. En plus, il y a un débat sur ça. On va débattre après. Parce que d'autres gens avec notre potentiel, ça ne serait jamais passé comme ça. Tu vois, on s'est incrusté, on s'est imposé, et sur tous les trucs, on devait se battre. Pour juste avoir la place qu'on a eue. On ne nous a jamais aidés. Jamais, hein. Jamais. Ah. On s'est imposé, en fait. Tu vois. Donc, à un moment donné, tu es fatigué. Non, tu sais, parce que les gens, quand ils voyaient ça de l'extérieur, beaucoup de gens ont cru que Nouvelle Donne, c'était un label d'une major. C'était un vieux blanc qui gérait ça. Je sais pas, quand je dis un vieux blanc, c'est pas à connotation raciste. Je ne le suis pas. Je n'ai même pas à me justifier. C'est l'image qu'on a, en fait. Mon premier associé, c'était un blanc, Olivier Bernard, tu vois. C'était même le meilleur de mes associés. Donc, je ne me pose pas ce genre de questions. Mais on est dans une société où il y a des clichés, en fait. Et donc, tout le monde pensait que c'était, tu vois, quand ils ont vu une tête de négro, petit jeune, tout, ils disaient, ah bon. Mais quand, à cette époque-là, comme c'était un peu dans le dur, il y avait d'autres labels indépendants qui se montaient. Il y avait les Menaces Records, il y avait les Secteur A, etc. Non, c'est faux. Non, pas du tout. Un Secteur A était là avant nous. Moi, je me suis inspiré de Kenzie. Ouais. J'étais ultra mais à l'époque, mais c'était encore là, non, Secteur A? Oui, il était, tu vois, non. Il était dans la face ascendante, ouais. Descendant. Ouais. Et donc, bon, j'ai eu la chance de discuter des fois avec lui. Et de là, je me suis dit, bon, moi, quand je vais rentrer dans le game, je vais changer ma façon de travailler, surtout les contrats. Tu vois, donc je me suis inspiré de ça, mais ça, on va dire, c'est la génération juste avant nous. Ouais. Tu vois, et donc, eux, ils étaient déjà en fin de cycle. Ah, c'est vrai qu'eux sortaient vers les débuts 2000. Ouais, c'est vrai, hein. Et 2000. Et quand je suis arrivé, même le gars de Skyrock, il croyait que j'étais une taupe envoyée par Kenzie. Il voit un petit gars avec ses lunettes, un peu un télo, tout. Il s'est dit, elle est venue la mettre, alors que je n'avais rien à voir avec lui, quoi. Okay. Tu vois. Et dans le même temps, Baye, c'était déjà là. Ouais, si. À un moment donné, vous n'avez pas dit, bon, là, on a les mêmes problèmes, on va se réunir, créer une identité forte et on va contrer tout ça. Si, il y a eu à un moment donné... cette table ronde. Ah, t'étais au courant de cette fameuse table ronde. Ah oui, je crois que c'était dans le ronde. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette table ronde? Mais toi, t'as beaucoup de dossiers. Ah, moi, j'ai beaucoup de dossiers, Kojo. Ne t'en fais pas. T'en as d'autres encore. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, enfin, on m'a dit que tu devais être le patron de Def Jam France, mais comment ça s'appelle le président de Barclay à l'époque. Non, c'est Pascal Nègre. Pascal Nègre, il t'a mis sur le côté, et il y a mis Benjamin Chevani. Non, Benjamin n'était même pas dans la boucle. Il a mis Jam, c'est ça? C'est quoi les Jam? Oui, derrière, ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils ont fait avec Motown. Mais parce que c'est des cisras. Ok. Je suis désolé de dire ça. Pascal Nègre est raciste, hein. On appelle ça la diffamation. Ça, c'est la diffamation. C'est toi qui l'as dit. La formule est chaude, hein. C'est toi qui as dit ça, c'est pas moi. Hein. Bon. Et non, il est vrai que Nouvelle Donne devait être Def Jam France. Ok. Parce que Def Jam, au début des années 2000,
et rentrer en campagne pour sa marque à l'international. Donc, ils avaient ouvert Def Jam Japon. Ensuite, je crois qu'ils ont ouvert à Londres. Et le grand patron de Def Jam voulait ouvrir en France. Il s'avérait qu'à l'époque, moi, j'avais une amie qui était stagiaire chez Def Jam aux États-Unis. Et donc, elle a présenté le truc de This is la pêche, le travail qu'on a fait. Tout le gars a pété un câble. Il voulait nous voir. Et de là, il m'a invité aux États-Unis. Parce qu'il allait voir les Soul Train Awards, tu vois, qui est une cérémonie de récompense. Oui, bien sûr. Tout. Et il m'a invité là-bas. J'ai demandé à William de venir avec moi parce qu'il touchait bien l'anglais. On est parti ensemble. Aéroport, limousine. On va bien préciser, hein, William qui est à cette heure-ci... avec 118. Avec 118. On est partis ensemble. Et c'est bien aussi qu'il était là, parce qu'on ne peut pas dire que je suis un mytho, je raconte des histoires. Il a vécu le rêve avec moi. Tu vois, on est parti, on arrive, limousine à l'aéroport, tranquille, tout, hôtel W8, 8 000 $, de consommation dans l'hôtel pour un week-end. On était à l'époque avec les Eric Sermon, les Jaroul, tous ils étaient là. C'était un truc de dingue. Et on est parti à l'hôtel de Lior Cohen, qui était le boss. Et il a dit qu'il aimait bien notre profil, des jeunes indépendants comme ça, que ça lui fait penser à Def Jam au début, avec Russell Simon, comment ils ont lutté pour s'imposer, tout ça. Et que par rapport à l'identité de Def Jam, en France, il voudrait que ce soit des jeunes comme ça, avec cette énergie, des jeunes de banlieue, tout ça, qui portent la marque. Ça, c'est le Graal. Oui. Pour des petits jeunes de banlieue comme ça, on était dingues. Bonjour. Et donc, on l'a vu là, tout. Après, on est revenu en France. Pour bien s'assurer, il y avait Kevin Line qui venait à Londres quelques temps après pour la promotion de Music Soulshine, tu vois, parce que c'était lui qui gérait ce projet. Donc ils nous ont fait venir à Londres avec un Suisse qui était chef de projet chez Def Jam aux États-Unis avant, pour qu'il vienne aussi traduire un peu, quoi, pour que l'autre puisse bien comprendre. Là, pour nous, c'était bon, tu vois. On va récupérer Def Jam en France. De là, Lior, il vient en France pour Vivendi, parce qu'il y avait une fusion Universal, tout ça. Et c'est de là qu'il a parlé à Pascal Nègre. Que voilà, il veut que ce soit Kojo. L'autre a dit jamais de la vie. Il a dit jamais de la vie. Mais comme les Américains, ils ont vraiment du poids, il n'y a pas insisté? Mais chaque territoire, c'est le budget local. Donc si le patron ne veut pas, c'est compliqué. Donc de là, je crois que c'est même après ça que Universal nous a signé un label deal. Oui, c'est entre le projet de DC's et le label deal. Ils ont refusé qu'on devienne Def Jam, mais par contre, ils nous ont signé derrière. C'est louche quand même. Ouais. Tu vois un peu? Parce que j'ai dit, si on te signe en tant que Def Jam, Kojo, représentant... C'est pas on me signe, c'est que je deviens patron de Def Jam en France. Mais oui, mais c'est ça. Je suis en haut, dans le bâtiment, à côté de son bureau. Voilà. Mais ils ne voulaient pas. Donc, on t'a fait signer un petit contrat de label deal et tout ça. Vas-y, bon, mange un peu. Ce genre de cacahuètes, c'est bien. Ils sont encore salés. Mais c'est chaud, mais en vérité, c'est ça. C'est ça. Et il a rien fait pour que nos artistes pètent. C'est parce que nous, on a fait le forcing. Tu comprends? D'où, à la fin, ce pétage de plomb, en fait. Parce que quand je regarde le film, je dis en vrai, il m'a fait, oui, à l'envers. Ça fait partie du jeu, hein, malheureusement. Non, ça fait pas partie du jeu. Non. C'est
c'est chaud. Non, là. Tu joues avec la vie des gens. Ouais. Pas que ma vie à moi. Tous les artistes avec qui on travaille, mon équipe, nous on est venus honnêtement chez vous. Quoi. Ouais, sans tricher, Sans tout tricher. ça. Sans manquer de respect. Ouais. Mais bon, Dieu les gars. Des grands, franchement. Bah oui. Mais cette fameuse table ronde, alors, avec les Menaces Records, qu'est-ce que ça s'est dit? Non, cet épisode-là, je veux dire, c'est un non-événement. Parce que c'est vrai que tout le monde était au creux de la vague. Et les gens commençaient à se dire, ah, ça serait quand même bien qu'on se mette ensemble pour représenter une force, avoir de meilleurs tarifs quand on va dans les régies pub, etc. Donc on fait un bloc et pour améliorer notre business. Donc là, on avait fait une réunion dans les locaux de Génération. Ok, et il y avait qui dans cette réunion? T'avais Kenzie, du secteur 1. T'avais Rismo de Doing Damage. Ok, ouais. Tu avais Jean-Pierre Sec. Ah, je pense ça qui était là. Hein. Ah, c'était lourd, hein. Ok. Oui, c'était sérieux. Ah, c'était sérieux. Ah, les gens ont eu peur, ils ont paniqué. Et il y en avait d'autres. Sauf Baïs. Bah, c'était pas là. Non, on l'avait pas invité. Ah, vous l'avez pas invité. Non, on l'avait pas invité. Ah, vous l'avez pas invité? Je pense que c'était une erreur. Ah, c'était une erreur. Hein. Oui, c'était une erreur. Et du coup, au sorti de cette réunion... Il n'y avait pas un représentant de Menaces Records Non, il n'était pas dans la boucle. Et Génération voulait nous montrer qu'on représente rien du tout et qu'ils vont nous mettre à l'amende. C'est là que Génération a donné plein pouvoir à Menace Records sur Génération. Ils jouaient que ces artistes. Ils ont fermé tous nos projets. Ah, donc, mais voilà, mais pas l'invité Baïs. Ils ont fermé tout le monde. Voilà. Mais c'était une erreur de votre part. Moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a voulu faire quelque chose. Et au sortir de ça, les plus virulents étaient les premiers à aller faire les canards là-bas pour qu'on les playlist, tout. Donc, après cette réunion, il n'y a jamais eu de suite. Ah, ouais. Et donc, moi-même, je suis parti. Hein. Ah oui, donc une réunion pleine d'ambition, mais en fait, ça n'a rien abouti. On n'avait pas les moyens de nos ambitions. On avait la bouche. C'était la bouche. Hein. Ouais, c'était la bouche. On n'était pas prêts. Et puis, tu sais, les Renois, ils sont pas solidaires. Ouais. C'est vraiment ça, c'est vraiment vrai. Hein. C'est vraiment super solidaire. Hein. Oui, et puis, je pense que l'erreur dans un truc comme ça, le hip-hop, c'est pas Renoir ou Rebeu, quoi. Tu vois? Et je pense que c'est quelque chose qui aurait dû s'ouvrir à vraiment tout le monde. Les gros labels, et je pense que ça aurait été plus sérieux. Tu vois? Oh, franchement, en tout cas, très bon parcours. Hein. Donc, avant de parler sur tes actualités, hein, parce que là, on est vraiment venu à la genèse. Donc, avant de repasser à tes actualités, Jumonx, est-ce que tu veux réagir par rapport à tout ce qu'on s'était dit? Il n'a rien dit depuis tout à l'heure. Hein, Jumonx, donc, qu'est-ce que tu en penses un peu par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Non, mais moi, bon, je vais faire ma petite genèse aussi. Moi, je découvre Nouvelle Donne vers 2002-2003, comme ça. En plus, c'est une époque où je suis dans une position où je vois ça de loin, où je vois le game de loin, où je vois même ce qui se passe De loin. de loin, sans vouloir en dire plus. Ok. Et moi, en fait, je fais pas franchement le rapprochement avec les artistes, ni Walkenry, ni même DC's, etc. Je vois seulement la structure. Et c'est là que je découvre plus ou moins l'indépendance. C'est ça. Les labels indépendants. Et donc, pour moi, c'est un truc d'ovni, parce que je vois plein de têtes. Après, c'est loin, donc c'est des souvenirs, mais je vois des Dizzy Slapest, je vois des Walkenry. Il me semble que j'avais vu Diams, mais il y avait Diams, ça. Oui, il y a eu l'épisode Diams. Voilà. Ouais. Et donc, effectivement, moi, c'est ce concept d'équipe, de crew, famille, C'est ça. qui sont là pour faire des choses. Et je le vois vraiment de très loin. Et je me dis, il y a un bail, en fait. Sans forcément rentrer dans l'artistique, c'est vraiment le concept. Et après, quand je rentre dans le concept, quand je rentre dans l'artistique, il y a des concepts. Je vois Walkenry,
Il arrive justement, comme son blaze l'indique, avec un délire vraiment carré. C'est ça. Mais il y a tout. Il y a le verbal, il y a la gestuelle, il y a les sapes, et il y a le concept qu'il amène. Ils disent la peste. Moi, je me souviens d'un single qui m'a marqué encore aujourd'hui. C'est même pas le single, c'est le clip. Ghetto Sitcom. Ouais, Ghetto Sitcom, c'était un ovni en fait quand tu vois ça. Je comprends rien je comprends rien à ce qui se passe. Mais c'était quelque chose, tu vois, de nouveau, de frais, c'est ça. qui était une idée en fait. Et je savais que c'était quelque chose d'intéressant, d'original, sans même capter de quoi il s'agissait. C'est avec le temps, avec le recul, la maturité que tu comprends. Donc en gros, c'est ça déjà pour moi une nouvelle donne. Après, bon, moi j'ai quand même 2-3 questions à me poser par rapport à ça. Déjà, c'est déjà dans un premier temps, avec le temps, avec le recul, est-ce que tu penses que l'indépendance, c'est fait pour tout le monde? Parce que, pour t'expliquer, aujourd'hui, les labels, ils poussent un peu comme des champignons. Avant, tu avais quand même des gros, comme des banlieues sales, comme des 9 de I, comme des Boumaillé. Il y avait des gens comme ça qui avaient fait un travail avant d'y arriver. Mais aujourd'hui, il y a un rappeur, il pète, hop, il fait un single, il fait un label partant à côté, il prend des artistes, et je ne vais pas citer des blazes, mais il y en a pas mal qui se sont vite cassés les dents, et pas les plus petits, hein, des gros artistes influents. Donc effectivement, le fait d'être bon artistiquement, d'être influent dans le milieu, ne veut pas dire forcément que tu peux avoir ton label. Et le faire fonctionner, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être. Est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour ça? Non, tu sais, déjà, l'indépendance, tu viens dedans par... tu es contraint, forcé, si tu veux entrer dans le milieu, tu vois. Maintenant, tout le monde n'a pas aussi la capacité d'avoir assez de recul et se dire que avoir un label indépendant, c'est vraiment une vraie société, une vraie structure qu'il faut gérer correctement et créer l'identité de ta structure, tu vois. Parce que, par exemple, Nouvelle Donne, c'est tout un concept. Si on rentre dedans, moi, je vous expliquerai, vous voyez, et c'est pour ça que Nouvelle Donne n'a signé que des artistes inconnus. Pour la Nouvelle Donne, justement, lancer de nouveaux talents, etc. Donc, il y a ça, et il faut avoir un état d'esprit d'entrepreneur. Il ne faut pas avoir peur des échecs, parce que chaque jour, tu joues ta vie, en fait. Ta vie économique. Tu n'as pas une manne financière derrière toi, etc., pour te garantir. Non, c'est ta structure dépend de tes succès. Si tu fais que des échecs, tu fermes. Donc tu dois vraiment, tu dors pas. Comme des artisans en menuiserie ou dans beaucoup de choses, c'est ça, tu vois. Maintenant, tu as des labels qui se construisent sur le dos du succès d'un artiste. C'est là où ça peut être intéressant si cet artiste est un peu intelligent. Parce que avec son succès, il peut drainer d'autres succès. Il peut donner de la lumière sur d'autres projets en faisant des collaborations, en lui faisant bénéficier de son réseau, etc. Mais pour ça, je trouve que celui qui fait ça de façon magnifique, c'est Booba. Tu vois, il a une équipe carrée autour de lui qui fait le taf. Lui, il amène son aura, ses featuring. Il fait un peu directeur artistique parce qu'il connaît le son. Donc, je pense que c'est ça en fait. Tu vois, sa force, il l'utilise intelligemment et il s'entoure maintenant de compétences pour faire le boulot. Mais des artistes un peu à la folk date, là, où d'ici il a un succès, puis il dit les gars au quartier venez et tout, sans un métronome business dans son truc, ça n'ira nulle part. Et je pense que c'est ce que rencontrent souvent ces gens de labels. Parce que j'ai un succès, je pense que si je prends n'importe qui avec moi, ça va marcher. C'est pas forcément vrai. Ok. Ensuite, une autre question. Tu parlais tout à l'heure de ce qui s'est passé avec This is la peste. Ça c'est plus ou moins bien fini. Mais ce genre de choses, encore aujourd'hui avec le recul,
tu le vois encore. Est-ce que tu penses que quand un label signe un artiste, surtout comme toi tu le faisais à l'époque, des inconnus qui évoluent, est-ce que tu penses que c'est condamné à se terminer en séparation? Et si oui, est-ce que c'est même plus encore, est-ce que c'est condamné à se terminer en séparation brutale? Le problème qu'on a dans notre milieu, c'est que la plupart, en tout cas à l'époque, la plupart des artistes viennent de milieux pauvres. Ils ne connaissent pas l'argent. Ils ne connaissent pas la gloire, le succès, tout ça. Tout. Donc, à partir du moment où il y a un peu de lumière, ils pensent que la lumière, c'est automatiquement l'argent. Et tous les gens autour croient que dès que tu es mis en avant, tu passes en télé-radio, immédiatement, tes poches sont pleines. Alors que c'est faux. Rihanna, elle est milliardaire aujourd'hui, mais elle a bavé au moins 4-5 ans avant d'avoir de l'argent. C'était que des dettes, des dettes, des dettes, des dettes. Tu comprends? Et donc, nous, dans notre état d'esprit francophone, on croit que dès que tu as un peu de lumière, ça y est. Et ça dérègle l'artiste parce que son environnement le considère comme une star, mais une star doit avoir une grosse caisse, doit avoir la thune, il doit prendre sa maman en charge, son père en charge, ses frères, le quartier. Alors que le gars lui-même, déjà, il galère. Tu vois. On le voit, mais il galère. Parce qu'il y a un décalage entre le début du succès et quand tu vis les résultats du succès, tu vois. Et donc, du coup, le gars, déjà, il s'engraine, tu vois. Il commence à dire, attends, il est en train de me bananer, lui. Comment il y a tout ça, je passe sur Skyrock, je passe ici, ça et ça. Et donc, souvent, venant de la misère, on a ce rapport à l'argent qui est erroné. Et à un moment donné, on se dit que sans lui, je vais palper, quoi. Et des fois, c'est vrai, parce que tu peux aussi tomber sur des producteurs véreux, mais souvent, ils se trompent, tu vois. Et puis, à un moment donné, ils s'imaginent aussi qu'avec la notoriété qu'ils ont, ils n'ont plus besoin de quelqu'un. Qui se suffisent à eux-mêmes et qu'avec juste leur... Et c'est pas faux non plus, parce que le sale boulot a déjà été fait. Maintenant, s'il est intelligent et qu'il monte son propre label et qu'il a une bonne équipe pour travailler, le producteur se fait bananer et puis c'est lui qui tire son épingle du jeu. Mais tout ça est guidé en fait par la misère. Parce que quand tu viens d'en bas et que tu as de la lumière sur toi, bah, tu te dis, attends, il ne faut pas que je sois cramé au moment où je veux prendre l'argent. Ça ne marchera plus. Donc, du coup, on est condamné à ça. Mais aujourd'hui, les jeunes, la plupart des jeunes qui arrivent dans le game, ils connaissent l'argent. Pas propre, mais ils connaissent l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, déjà, ils peuvent se produire eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'un producteur. C'est pour ça que tu as autant de jeunes qui se lancent en autoprod. Et même quand ils sont produits, des fois, ils font la coprod. Ils ont du liquide. Donc, et là, c'est une autre problématique qui arrive parce que parfois, ils confondent la musique et la stup. Et ils pensent que l'argent tourne aussi facilement. Avec les streams, bon, j'ai laissé le terrain. Mais je suis quand même là. Je regarde, j'analyse tout. Le stream a changé complètement ce métier. Et le rap est devenu street. Parce que les gens qui tiennent les ficelles aujourd'hui sont de la street. Les gars qui viennent investir, qui n'ont pas besoin de maison de disque ou de majeur, ils sont liquides. Grâce à la street. Tu comprends? Et ça change complètement la couleur du rap. Et une dernière question. Avec le recul, tu me diras ce que tu en penses. Toi, on parle beaucoup des maisons de disques qui font des contrats balourds, machin et tout. Alors, c'est une chose de faire des contrats qui sont pas très loyaux, très équilibrés. Mais c'est une autre chose de carotte, c'est-à-dire de ne pas respecter le contrat. Et moi, je me demande si le fait d'être dans un label indépendant, de signer en tant qu'artiste dans un label indépendant, te met plus à l'abri de la carotte que les maisons de disques. Parce qu'autant les maisons de disques, on peut trouver qu'ils sont balourds au niveau du pourcentage,
Mais j'ai jamais entendu parler d'histoire qu'il a jamais eu la paye qu'il lui devait. Alors La que, paix, c'est-à-dire. au niveau de la SACEM, Ah ouais, au niveau ok. du pourcentage, au niveau du tout. Alors que dans les labels indépendants, ça arrive beaucoup plus souvent. C'est que carrément, le gars a été lésé et il n'a pas eu ce qu'il devait avoir. C'est une réalité. Non, c'est une réalité et ce que je te dirais, c'est pas forcément volontaire en fait. Tu peux avoir un contrat avec un label indépendant et au moment où il doit te payer, il te paye pas. Quoi. Il te paye pas parce qu'il n'a pas le cash, hein? Pas parce qu'il veut pas te payer. C'est que peut-être que l'argent qu'il devrait prendre pour te payer, c'est avec ça qu'il a payé le clip, c'est avec ça qu'il a fait des promos, etc. Et c'est vrai que dans ce cas-là, tu n'es plus artiste, tu es coproducteur, tu vois. Et en plus, les labels indépendants, souvent, on n'est pas aussi bien structuré sur le côté administratif. Et donc, il y a beaucoup de manquements à ce sujet. Mais en même temps, quand un artiste vient sur un label indépendant, c'est parce qu'il n'a pas d'autres propositions. Il faut quelqu'un pour faire le sale boulot. Tu comprends? Et donc, du coup, je ne vais pas dire que c'est le prix à payer. Moi, ce que je faisais avec mes artistes, c'est je leur donnais une avance. Ça me couvrait des royalties. Tu comprends? Je donne, des fois, même si je veux vraiment... Olkari, par exemple, c'est comme s'il avait un salaire, tu vois. Je peux dire, voilà, sur cet album, tu as 20 000 euros d'avance. Mais tous les mois, je préfère te donner 1 500 euros. Tu vas couvrir tes charges, etc. Et sur un an, je lui donne 1 500 euros. Je sais que j'ai la paix. Tu comprends? Et je ne me préoccupe pas des royalties parce que souvent, ils ne recoupent même pas. Tu vois? Voilà. Mais on va dire que moi, j'étais plutôt un label indépendant de luxe. Parce que j'étais adossé à une major où moi, j'ai négocié mes contrats. Ils me donnaient aussi des avances. Mais des gens qui sont vraiment indés 100%, qui n'ont pas la liquidité et tout, le seul truc qu'ils ont, c'est ils vont charbonner pour faire le clip, prendre un peu de pub. Souvent, ce n'est pas... Enfin, si c'était moi, bien sûr, tu as des gens malos, mais souvent, c'est parce qu'il y a une mauvaise gestion et aussi, il n'y a pas les finances. Voilà. Ok. Myriam, t'as Ouais. 2-3 questions? Non, moi je suis en retrait depuis tout à l'heure. En fait, j'ai oublié que je devais parler. Parce que juste j'écoute. Voilà. C'est comme si je regardais la vidéo en fait. Non, moi la seule chose que je me dis depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut en faire un documentaire. Ou un film. Ah non, il faut qu'on mette des images sur tout ce que tu racontes. Parce que moi c'est... Vraiment, j'ai oublié. J'avais oublié que je devais poser des questions. Vraiment, désolé, j'écoute. Mais en même temps, je maîtrise pas le sujet. Honnêtement, c'est un truc lointain pour moi. C'est vrai. J'ai rattrapé le fil à partir d'éloquence, moi. Avant, ça me parlait pas. C'est vrai que ce qu'elle dit, c'est intéressant aussi. Parce que c'est un des problèmes qu'on a dans le rap français. On a une histoire super riche qui n'est pas racontée, qui n'est pas intégrée dans le patrimoine de notre mouvement. Tu vois, aujourd'hui, tu vois les artistes, tout. Quand j'entends Kobalade qui dit qu'il ne connaît pas Ayam, c'est chaud. Tu comprends? On ne va même pas se moquer de lui parce que beaucoup d'artistes de sa génération te diront la même chose. Tu vas parler d'expression directe, ils vont même... Alors, là, tu comprends? Alors qu'aux États-Unis, justement, eux, c'est des gens où les vrais acteurs du mouvement écrivent une histoire et la perpétuent. Tu vois, dernièrement, tu entends qu'il y a un plateau d'Américains qui viennent en tournée. Ça n'existe pas en France. À part le rap, il y a eu le rap avec Valou, là, le concert de rap. Ouais, l'âge d'or du rap. L'âge d'or. Oui, il en manquait plein dedans dans ça. Mais c'était déjà une superbe démarche, tu vois. Et c'est ce qui manque, je pense, au niveau de notre culture, de ce mouvement-là, qu'il faut vraiment mettre en place quelque chose où les jeunes
qui rentrent dans le mouvement au fur de chaque génération connaissent tout ça en fait. Il y a pas mal de choses à mettre en place et pour ça, c'est pour ça que, en tout cas moi aujourd'hui, j'ai décidé de refaire surface. Ok. Tu comprends? Ouais, c'est important. Hein. Oui, parce que tu sais, par exemple, moi j'ai été fan de Mars Blavo. Le nom ne vous dit rien sûrement, mais c'est le gars qui a révolutionné le rap français avec Time Bomb. Ok. Ah oui, DJ Mars. DJ Mars. Oui. Ok, d'accord, oui. Oui, son nom c'est Mars Blavo. Ok, d'accord. DJ Mars. Ouais, Mais ces gars-là, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. exactement. Mais aujourd'hui, qui en parle? Ou qu'est-ce qu'on a gardé historiquement? Il n'y a rien. Même Sector A, ils ont fait des trucs de ouf. Ils ont ramené le rap dans le mainstream. Ils ont fait Skyrock. Skyrock, c'est grâce à Sector A. Parce que les gars, ils ont aligné les hits. Non, mais après, on va dire que Mais il n'y a rien de tout ça. il y a des producteurs aujourd'hui comme Dawala qui sont toujours là. Et on va dire, bon, c'est un genre par rapport à vous, vous êtes arrêté à une époque. Lui, on va dire, c'est la continuité, hein. Oui, non, Donc, quand vous voyez Dawala, est-ce que vous dites, oui, bon, ça c'est... Oui, je me vois en lui quand j'étais un peu plus jeune. Tu sais, quand j'étais là, Dawala était déjà là. Il manageait Intouchable. Parce que Intouchable me fait des premières parties de Factory, que je me rappelle à l'époque. Il emmenait les gars. Tu vois, donc, ouais. Dawala, pour moi, je pense qu'il a aussi fait une belle transition. Ouais. Tu vois, avec, on va dire, ma génération. Comme moi, j'ai fait une belle transition. Avec Kenzie. Avec Kenzie. Après Dawala, il y a qui? Dawala, bon, on peut dire aussi Booba. Ah, Booba était là avant, il continue. Lui, c'est le boss. Booba, c'est celui qui a traversé toutes les époques. Et après, maintenant, il y a des jeunes producteurs qui font les choses. Hein. Tu prends, par exemple, Joss, je ne sais pas si ça te dit, c'est ceux qui travaillent... C'est un manager. Voilà, le C'est manager. pas un producteur. Ouais. Il travaille pour les maisons de disques. C'est celui qui s'occupe de Dadju, tout ça, non? Voilà, les Franglish. Oui, c'est bien. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à mettre en place. Parce que, en fait, ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que le succès est éphémère. Tu vois? Qui pourrait penser qu'avec le succès que Section d'Assaut avait à un moment donné, aujourd'hui, il ne serait pas capable de continuer dans ce sens. Tu vois? Et le système est fait de sorte que vous allez connaître le succès en 3 et 5 ans. Et puis on vous enlève. Un autre arrive, il va connaître son succès. Et puis on l'enlève. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans la variété, ça se passe pas comme ça. Regarde. Ouais, mais on va dire le rap, C'est quoi? c'est une musique à part entière. Hein. À Oui. part entière, hein. Donc on va dire, tous les 5 ans, il y a des sonorités qui changent. C'est une Booba est musique là, jeune, non? hein. Booba est là, non? Ouais. En fait, là tu fais écho en fait à quelque chose. Tu as parlé de... Parce qu'on parle de transmission, on parle d'anciens et de nouveaux. Et en fait, tu dis qu'en fait, le travail n'est pas fait. Et moi, en fait, ça me fait penser à un truc que je me dis en fait qu'effectivement, en fait, le travail n'est pas fait, mais c'est parce qu'en fait, cette culture-là, en fait, elle ressemble tout simplement en vérité à nos histoires. On n'a jamais été maître de nos histoires. C'est ça, Et en fait, on ne sait pas, on n'a jamais travaillé dessus. c'est ça. On a même été élevé en vérité par des parents en vérité qui apprenaient en fait les histoires des autres avant d'apprendre les leurs. Ça veut dire qu'on nous met dans d'autres trucs. C'est simplement pas dans nos, j'ai envie de dire, ADN. j'irai pas jusque là, tu vois, Mhm. parce que c'est très très grave de dire ça, mais en fait c'est pas dans nos automatismes en fait de pouvoir travailler ce truc-là. Parce que si je disais en fait que c'est pas dans nos ADN, ça voudrait dire en vérité qu'on peut plus rien faire. Par contre, si je te parle d'automatisme, ça veut dire qu'en vérité, on peut faire quelque chose. Mais tu sais, je parlais en image. En fait, Oui, bien sûr, tu bien vois. sûr, bien sûr.
au fond de moi, j'ai mon idée sur ce qui se passe. Ouais. J'ai mon idée sur ce que veut le système. Mhm. Tu vois. Et c'est un choix délibéré du système. Ok. Qu'est-ce que le système? Je pense que notre industrie est à l'image de notre société. Oui, Mhm. oui, c'est bien ça, oui. Tu comprends? Ouais. Et on peut accepter le succès des jeunes de banlieue ou d'une certaine catégorie sociale Mhm. jusqu'à un certain niveau. Ok. Il y a un plafond de verre qui est là. Mhm. Ce ferme pour un plafond vert. Hein. Oui, il y a un plafond de verre qui est là, qui te permet pas en fait de te projeter dans le temps. Tu as une durée de vie dans le game qui est limitée. Mhm. Voilà. Ok. Et je dis ça parce que quand je vois tous les gars qui ont fait ce mouvement, qui étaient brillants, je parle au passé parce que j'en entends plus parler d'eux, je ne les vois Mhm. plus, qui ont généré des millions. On ne va pas dire que du jour au lendemain, ils ont perdu leur tête, Mhm. leur savoir-faire. Mhm. Mais le problème qu'il y a, c'est que on n'a pas la bourse du système. Ok. Tu comprends? Voilà. La bourse est détenue par certaines personnes, qui sont les maisons de disques, les majors Mhm. et certains gros labels indépendants. Et s'ils ne t'accompagnent pas, tu es mort, ton business plan n'existe pas. Et que tu n'as pas de fonds d'investissement ici qui accompagne les projets comme aux États-Unis. C'est ça qui donne la liberté aux Américains et de perdurer dans le temps. Mhm. Tu vois. Et ici, les maisons de disques, ils peuvent te couper les vivres. Mhm. Tu vois, tu vas sortir à l'époque quand tu avais les CD, tu fais du gros chiffre et puis tu vas t'attendre qu'on va te donner peut-être un chèque de 200-300 000 euros. Et puis on va te dire, écoute, c'est toi qui me dois 200 000 euros parce que les magasins m'ont renvoyé tous tes CD. Parce que eux, ils ont cette capacité de demander retour prioritaire sur tes produits s'ils veulent te faire la peau. Tu vois? Oh, c'est vicieux. Oui, le système est vicieux. Et nous, on paye le prix fort parce que il n'y a pas un lobbying de ces acteurs-là Mhm. qui, à un moment donné, peuvent se lever, aller mettre une pression à ces gens qui décident ou à mettre en place des codes Mhm. de fonctionnement, etc. Ils savent qu'on est bête, que chacun pense à sa gueule. Et le problème de l'un, c'est pas le problème de l'autre. Mhm. Et donc, ils ont très bien compris ça depuis le début. Et le roi d'aujourd'hui sera la persona non grata de demain. Parce que toi, ceux qui sont dans l'industrie, là, les mêmes personnes qui étaient dans l'industrie il y a 20 ans, ils sont toujours là. Qui? Bon, on va dire ceux qui sont dans les maisons de disques. Oui, c'est ça. Toi, ceux qui sont... Oui, eux, ils sont là. C'est toujours là. C'est pour ça que je parle de ça. Parce que quand Ceux je qui sont- reviens et je fais le tour des Ils maisons sont de disques, toujours là, c'est les mêmes personnes, hein. oui, c'est eux. Les stagiaires sont devenus des Des etc. responsables de labels. Et Oui, voilà, ils ont ramené peut-être leurs cousins, ceux de leur famille. Voilà. Hein. tout. Et leur réseau fonctionne bien. Mhm. Et ils sont là. Les années passent. Laurent Bounot est toujours là. Hein. C'est le seul. Bah, lui, c'est son business à lui. Tu Mhm. peux pas le virer. Bon, quoique si Bélanger veut le virer, mais le jour où il le vire, sa radio Ouais. va tomber. Parce que le gars, il a la feuille. Il a construit un truc à lui seul, tu vois. Mhm. Mais oui, le système, il est fait comme ça. Non, c'est ça. Hein. Comment tu peux penser que tous ces gens-là, aujourd'hui, tu as des gars qui sont barman, manutentionnaires, mais c'est des trucs de dingue. Alors que c'est des gens qui ont marqué l'histoire C'est incroyable. d'un business fleurissant qui génère des milliards. C'est chaud. C'est incroyable. Mais c'est chaud. C'est violent, ça. Donc, C'est vraiment, chaud. il y a vraiment une précarité. Oui.
C'est la lutte. En plus, quand tu es là-dedans, tu sais faire que ça. Ouais. Tu comprends? Tu te donnes à fond, tu sais faire que ça. Et tu sors de là, tu vas aller dans quoi? C'est pas facile. C'est pour ça que je dis tous les petits jeunes qui font les malins là, parce qu'ils ont un petit succès éphémère et ils se la jouent malin. Il faut qu'ils se disent, hein, dans 3 à 5 ans, il y a un autre jeune qui va arriver, qui va prendre sa place, il sera en chien, et que quand il voudra un featuring, le petit va pas lui donner. Et il faut qu'il change de mentalité, parce que le succès de l'instant n'est pas le succès de demain. On te remplace, le système est fait pour qu'on te remplace. Oui. C'est pour ça qu'il faut donner un trophée à Booba. Ouais. Oui, le gars il est anti-système, mais c'est l'exception, peut-être sur laquelle il faut s'inspirer, parce qu'il n'a jamais dépendu des maisons de disques. On peut pas le respecter. Ouais, respecté, bien sûr. On aime, on n'aime pas, hein. Non, Mais c'est- attends, il y a qui? Il y a qui? Non, c'est clair, hein. C'est la précarité, hein, quand vos enfants disent m'ont rappé et tout, là, ok. Si ça marche là, prends le maximum, investis dans d'autres trucs, quoi. Parce que dis-toi que dans 4-5 ans, c'est fini, hein. Non, c'est clair, hein. Mais ce système-là, des maisons de disques, on peut quand même le contrer. Si vous tous, on va dire, vous êtes, on va dire, sincères, on se réunit et vous montez, je sais pas moi, un syndicat, etc. Bon. Parce que c'est pas normal que 20-30 ans, c'est toujours la même personne qui C'est mange, chaud, qui mange, oui. qui mange, qui mange sur votre dos. Oui, Sur votre dos. c'est comme si on était les esclaves, hein, dans les champs de coton. Et puis on fait le boulot, le coton arrive, et puis ils font le commerce. Et puis on a bien fouetté les gars, allez dégager, vous êtes plus en forme, on veut d'autres gars plus robustes. À chaque fois. T'es pas d'accord? Non. Mais c'est ça, on est la marchandise. On fait, bon toi t'as plus la forme, allez dégage. Un autre vient, allez dégage. Alors que tu peux être le chouchou du système. Hein. Mais non, t'es périmé maintenant. Allez, un autre. On rigole, Rien. c'est la vérité. Il n'y a rien à changer. Non, c'est la société française qui est comme ça. Et encore, t'as été gentil parce que t'as dit dans 3-5 ans. Mais Oui. maintenant, c'est tout ou rien. C'est en 6 mois, tu C'est peux ça. tout goûter et tout perdre d'un coup. C'est Donc, ça. Non, franchement, en tout cas, Kodjo, là, franchement, là, c'était vraiment clair. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc, passons à tes actualités. Voilà, là, on est revenu sur la genèse et tout ça. Tu nous as expliqué, voilà, nouvelle donne, le système, les hauts et les bas. Maintenant, en 2023, Kodjo, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Camus de Nostradamus.